Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, focus sur l'obligation de retrait de l'hébergeur. Ce sera dans quelques instants avec Anne Cousin, associée au sein du cabinet Herald. On parlera ensuite de la production en justice de documents couverts par le secret médical lors d'un contentieux prud'homal avec Victor Mollet, consul chez Jantet. Et enfin, on évoquera la directive sur l'éco-blanchiment avec Clotilde Guyot-Réchard, associée chez Baker McKenzie. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute tout de suite ce Lex Inside. On va parler de l'obligation de retrait de contenu de l'hébergeur avec mon invité Anne Cousin, associée au sein du cabinet Herald. Anne Cousin, bonjour. Bonjour. Les hébergeurs de contenu sont-ils tenus de surveiller le web? Alors, sur ce point, nous pouvons être affirmatifs. La réponse est non. Ils ne sont pas tenus de surveiller le web. Et cela, même si, alors qu'ils n'y sont pas tenus, ils lancent des actions pour justement anticiper d'éventuels problèmes ou les rechercher. Quel type d'action? Un audit, des vérifications, ça c'est possible. C'est pas une obligation et ça change rien, et c'est important, à leur régime de responsabilité, ou plutôt d'irresponsabilité, puisque c'est tout le point. Quels sont les changements introduits par le DSA? Alors le DSA, sur ce point, il n'a pas changé grand-chose. Donc il laisse intouché le triptyque qui est finalement le fondement de ce droit des hébergeurs, qui est pas d'obligation de surveillance, pas de responsabilité de plein droit des contenus, et obligation de retirer des contenus dont le caractère illicite leur aura été notifié. Sur ce point, le DSA ne change rien. On a même pu regretter qu'il ne soit pas plus précis sur certains points, par exemple les délais de retrait, ou alors la définition même de ce qu'est un contenu illicite. Il ne dit rien sur ces questions-là. Dans quel cas, justement, un hébergeur est-il tenu de supprimer un contenu sur le web? Alors, il est tenu de supprimer un contenu lorsque le caractère illicite du contenu est porté à sa connaissance. Ça veut dire quoi? Contrefaçon, contrefaçon de marque, contrefaçon de droit d'auteur, diffamation, négationnisme, incitation à la haine raciale, injure. Tout ça, ce sont des contenus illicites qui peuvent lui être notifiés, et à ce moment-là, s'ouvre une éventuelle obligation de retrait. Je dis éventuelle parce qu'en réalité, il va retirer les contenus qui sont manifestement illicites, et le DSA dit qu'il ne doit pas se livrer à un examen juridique détaillé pour décider si oui ou non il doit retirer. Donc l'illicite doit en quelque sorte lui sauter aux yeux. Comment la jurisprudence applique-t-elle concrètement cette obligation de retrait? Alors ça, c'est une question fondamentale, parce qu'une fois qu'on a dit ça, les difficultés commencent, si je puis dire. Première question, tout ce qui est relatif à la liberté d'expression au sens strict, c'est-à-dire affirmer quelque chose, livrer un scandale par exemple, lanceur d'alerte. Est-ce que ces questions-là, qui pourraient être qualifiées de diffamation par la personne qui notifie, est du ressort de l'hébergeur? Est-ce qu'il peut, sans examen juridique détaillé, répondre à ce point? Alors, la jurisprudence est relativement claire, c'est non. Ce qui est diffamation, enfin ce qui est allégué comme étant diffamatoire, en général, l'hébergeur, il n'est pas tenu de supprimer parce qu'en fait, il ne peut pas se livrer à cet examen. Autre point qui a donné lieu à pas mal de décisions, c'est la réitération d'un même contenu illicite. Il faut supposer, par exemple, un contenu raciste, incitatoire à la haine, qui a été retiré une première fois et qui est rediffusé. Puisque les hébergeurs n'ont pas d'obligation de surveillance, est-ce qu'ils doivent attendre une seconde notification ou est-ce qu'ils doivent d'eux-mêmes retirer le contenu rediffusé? Là, on a une jurisprudence qui n'est pas d'une clarté absolue. Le principe est réaffirmé, pas d'obligation de surveillance, et la Cour de cassation l'a redit dans un arrêt de 27 mars 2024. Mais on a aussi une décision de la Cour de justice européenne de 2019 qui fait obligation à l'hébergeur de retirer non seulement les contenus réitérés identiques, mais les contenus équivalents. Ça veut dire quoi, la différence entre identique et équivalent? Voilà, je vous pose la question. Il y a un flou. Identique, on voit, c'est le même texte, par exemple. Équivalent, est-ce que ça... Il y a une ambiguïté. Voilà, parce que l'hébergeur ne doit pas apprécier lui-même de manière autonome le contenu,
l'illicite doit lui sauter aux yeux. Donc, quelle est sa marge de manœuvre et qu'est-ce qu'on attend de lui vraiment? Et c'est suffisamment ambigu, en tout cas, pour qu'on continue à se battre sur ces questions devant les tribunaux. Et Donc on espère que la jurisprudence va clarifier ce point. on l'espère toujours, mais c'est loin d'être évident. On va conclure là-dessus. Merci Anne d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la production en justice de documents couverts par le secret médical lors d'un contentieux prud'homal avec mon invité Victor Mollet, consul au sein du cabinet Jantet. Victor, bonjour. Bonjour Arnaud. Tout d'abord, pouvez-vous revenir sur la notion de secret médical? Alors, le secret médical, c'est une obligation légale. Elle est couverte par le Code de la santé publique et elle vise à couvrir toutes les informations qui concernent le patient qui parviennent aux professionnels de santé. Donc notamment les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, mais aussi à toutes les personnes qui, du fait de leur profession, interviennent pour les établissements de santé. On va retrouver notamment les fonctions support, telles les comptables, les fonctions RH, les fonctions financières. Et ce secret professionnel, il vise à protéger le droit à la vie privée du patient. Il vise à protéger son identité, ses pathologies, les interventions médicales, les dates de ces interventions, le nom de ses médecins traitants, puisque le patient n'a aucune envie de voir diffuser ces informations. Alors une autre notion importante pour comprendre l'arrêt dont on va parler dans quelques instants, ce sont les droits de la défense. Qu'est-ce que les droits de la défense? Alors Arnaud, les droits de la défense, c'est une notion très large. Ça inclut notamment le droit d'accès à la justice, le droit à un procès équitable, garanti par la Convention européenne des sauvegardes de droits de l'homme, mais ça inclut notamment le droit à la preuve. Alors, comme vous le savez, en matière civile, et plus spécifiquement en matière prud'homale, la preuve est libre. Mais ce qui ne signifie pas pour autant qu'on a la possibilité de communiquer tout document, toute information. L'article 9 du Code de procédure civile dispose que chaque partie doit prouver les faits conformément à la loi. Et donc, ce droit à la preuve, il est limité par d'autres droits, notamment par le secret professionnel et le secret médical. Alors justement, maintenant on a ces deux notions en tête, donc le secret médical, les droits de la défense qui sont au cœur de la décision du 20 décembre 2023 de la Cour de cassation. Pouvez-vous revenir sur cet arrêt? Alors, oui Arnaud, l'arrêt du 20 décembre 2023 vient apporter une grille de lecture face à la confrontation du secret médical et du droit de la preuve. Je reviens très rapidement sur les faits de l'espèce. Il s'agit d'une agent en comptabilité qui est embauchée dans une polyclinique et qui engage une action contentieuse prud'homale, pour revendiquer un statut supérieur. Et dans le cadre de ce contentieux prud'homal, elle produit à son avocat, qui lui-même produit devant le conseil de prud'homme, des documents qui contiennent l'identité des patients, qui contiennent les interventions médicales, les dates des interventions médicales. Donc des documents qui sont couverts par le secret médical. Exactement, des documents qui sont couverts par le secret médical. Et l'employeur, apprenant ça, décide de la licencier pour faute grave. Pourquoi? Parce qu'elle était couverte par le secret médical. Elle avait notamment une obligation de confidentialité et de discrétion renforcée dans son contrat de travail, qui était elle-même prévue dans le règlement intérieur de la polyclinique. Et l'employeur donc décide de la licencier pour faute grave, et la salariée vient contester, au terme d'une seconde action, son licenciement pour faute grave, en estimant que c'était la seule preuve strictement nécessaire au droit de sa défense. Et la Cour d'appel d'Amiens valide le licenciement pour faute grave, en raison de la violation du secret médical,
Et la Cour de cassation approuve le même raisonnement. Quel est l'apport de l'arrêt de la Cour Alors, de cassation? quel est l'apport de l'arrêt? La Cour de cassation vient juger que la production en justice de documents couverts par le secret médical n'est possible qu'à la condition qu'elle soit indispensable au droit de la défense. Ça veut dire quoi, indispensable au droit de la défense? Alors, indispensable au droit de la défense, c'est-à-dire que par cette seule preuve, je peux prouver les faits nécessaires au succès de ma prétention. C'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité, par d'autres moyens, de prouver les faits. Et elle apporte une autre condition, la preuve doit être proportionnée au but recherché. Donc on a un double apport. Un contrôle de justification, la preuve doit être indispensable au droit de la défense, et un contrôle de proportionnalité. La preuve doit être proportionnée au but poursuivi. Et on a ici un durcissement de la terminologie, puisque en 2011, la Cour de cassation, dans des faits quasiment similaires, venait juger que la preuve doit être, la violation du secret médical n'est possible que lorsque la preuve est strictement nécessaire au droit de la défense du salarié. Donc on voit qu'on est un cran au-dessus avec cette notion d'être indispensable. Exactement, on passe un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'on passe de strictement nécessaire à indispensable. Et on passe aussi de strictement nécessaire au droit de la défense du salarié à indispensable au droit de la défense. Ce qui signifie que ça s'applique pour le salarié et pour l'employeur. Et le second apport, c'est que la Cour de cassation ajoute un contrôle de proportionnalité. Ça doit être proportionné au but recherché. En définitive, qu'en est-il de la possibilité de licencier quand un salarié, justement, produit des documents couverts par le secret médical? Alors, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de licencier le salarié pour faute grave si les documents qu'il produit sont couverts par le secret médical, d'autant plus s'il a une obligation de confidentialité renforcée dans son contrat de travail, et si ces documents qu'il produit n'étaient pas indispensables au droit de sa défense, et s'ils n'étaient pas proportionnés au but recherché. Donc on a ici, si ces deux conditions ne sont pas respectées, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité de licencier pour faute grave. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous Arnaud. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la directive pour lutter contre l'éco-blanchiment avec mon invité Clotilde Guyot-Réchard, associée au sein de Baker McKenzie. Clotilde, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui ont conduit à envisager cette directive sur l'éco-blanchiment ? Oui, alors depuis plusieurs années, il y a une préoccupation vraiment accrue de la part des consommateurs dans tout ce qui est allégations environnementales. On sait que quand un consommateur aujourd'hui achète un produit, il va prendre en compte l'impact environnemental du produit. Et cette préoccupation accrue a donné lieu à une prolifération d'allégations environnementales dans les communications des entreprises. Or, une étude de la Commission européenne qu'elle avait menée en 2020 avait démontré que sur les allégations environnementales, 53% d'entre elles sont ou bien trompeuses, ou bien vagues, ou bien infondées, et que 40% d'entre elles sont pas étayées. Et ça a deux conséquences. Tout d'abord, on a vraiment un impact sur la confiance que le consommateur peut avoir dans les allégations environnementales. On a une confiance bien sûr décrue. Et par ailleurs, on a une distorsion de concurrence finalement qui est impliquée vraiment par ces allégations environnementales. Et donc, c'est précisément pour lutter contre cette mauvaise information et contre l'éco-blanchiment, puisque faut le rappeler, l'éco-blanchiment, c'est une pratique qui consiste pour les entreprises et pour les professionnels à se prévaloir des caractéristiques environnementales d'un produit ou d'un service et à faire comme si ce produit avait finalement moins d'impact négatif sur l'environnement ou qu'il était plus respectueux de l'environnement
que ce qu'il n'est en réalité. Et cela, c'est non seulement déloyal vis-à-vis des entreprises qui elles-mêmes peut-être œuvrent vraiment et s'efforcent d'avoir une meilleure performance environnementale, et c'est également trompeur pour les consommateurs. Et donc, c'est vraiment dans cette volonté d'avoir une information accrue des consommateurs que la directive s'inscrit. Quels sont les objectifs de cette directive ? Les objectifs, je dirais qu'ils sont de deux ordres. On a d'abord l'objectif vraiment d'avoir une meilleure protection des consommateurs et de l'environnement. Cette protection, elle passe par une information accrue. Et il y a également la nécessité d'harmoniser les réglementations au sein des États membres pour que tous les consommateurs de l'Union européenne aient un niveau renforcé d'information et qu'on puisse ainsi avoir un vrai renforcement contre le greenwashing. Quelles sont les principales exigences imposées par cette directive s'agissant de la formulation et de la communication des allégations environnementales ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la directive dont on parle, qui est à ce stade en tout cas uniquement une proposition, puisqu'elle n'a pas encore été adoptée, elle va s'articuler avec la directive qui vient d'être adoptée par le Parlement européen, qui est la directive qui vise à donner aux consommateurs de l'Union européenne les moyens d'agir en faveur de la transition écologique. Donc le nom est très long et très pompeux, mais il y a vraiment un vrai contenu dans cette directive, qui est que aujourd'hui, dans cette directive qui est déjà adoptée, beaucoup d'allégations environnementales, celles qu'on appelle génériques, vert, protection de l'environnement, ce type d'allégation est interdit. Ce sera une vraie pratique commerciale trompeuse que d'utiliser ce terme. Et la directive sur les green claims, celle qui est actuellement encore en débat devant le Parlement et qui, on l'espère, sera adoptée après l'élection du nouveau Parlement européen en juin, va vraiment également s'articuler avec cette directive et va nous permettre d'avoir en effet un système qui est autour de 3 axes: preuve, vérification et communication. La preuve, ça veut dire que les allégations environnementales vont devoir être fondées sur des données scientifiques indépendantes. On aura ainsi des termes comme plastique composé ou emballage composé de 30% plastique recyclé. Si ce type d'allégation n'est pas fondé sur des données scientifiques indépendantes et publiques, ce sera une allégation interdite. La vérification, qui est donc le deuxième axe, vise à nous dire qu'on aura des vérificateurs qui sont des organismes accrédités indépendants dans chacun des États membres, qui auront le rôle de vérifier les allégations et s'assurer que les allégations sont conformes à la directive. Et ils pourront délivrer des certificats de conformité. Et enfin, le troisième axe, il faut pouvoir communiquer. Et donc, les professionnels auront l'obligation, à côté de leurs allégations et conjointement à leurs allégations, de systématiquement renvoyer vers les données qui justifient l'allégation pour qu'on ait vraiment une information transparente pour les consommateurs. Alors, vous avez évoqué le rôle des vérificateurs. On va en parler plus concrètement. Est-ce que vous pouvez vous décrire leur rôle dans le système de vérification ex-ante des allégations environnementales et comment va fonctionner ce processus ? Alors, ces vérificateurs, ils devront être saisis préalablement à l'utilisation de l'allégation. Donc là, on a vraiment un contrôle qui est a priori et ex-ante. Et cela change quand même beaucoup de choses. Il sera saisi. Il devra donc faire un processus d'évaluation de l'allégation. Il aura les moyens, en tout cas, il doit avoir les moyens et les ressources nécessaires. Je dis il doit parce que tout cela sera dans les mains des États membres qui vont devoir fixer tout ça. Et donc, dans chaque État membre, on aura cet accréditateur, vérificateur. Il aura la mission d'évaluer l'allégation et pourra délivrer des certificats à l'issue de son évaluation pour garantir le fait que l'allégation est conforme à l'exigence de la directive et fiable. Il aura donc 30 jours et si le certificat est émis, cela pourra être reconnu, il sera reconnu dans l'ensemble des États membres. Donc il y a vraiment un intérêt à avoir ce certificat, c'est qu'ensuite on a une sécurité juridique pour l'intégralité des États membres de l'Union européenne. Concrètement, ce certificat de conformité, qu'est-ce qui garantit ? Il garantit, la fiabilité des informations et la reconnaissance par ce vérificateur que l'allégation est fondée sur des données qui ont été justifiées et que l'allégation correspond et respecte vraiment les exigences de la directive. Est-ce que cette directive aura une portée extraterritoriale ? Est-ce qu'elle pourra impacter des sociétés établies en dehors de l'Union européenne ?
Alors oui, parce que la directive, elle va s'appliquer à toutes les allégations environnementales qui sont émises à l'intention des consommateurs européens. C'est donc les consommateurs européens qui vont faire que la directive s'applique aux entités et non pas là où elles sont domiciliées. Ça veut dire qu'une société qui est établie dans le territoire de l'Union européenne, elle est bien sûr couverte puisqu'elle a vraisemblablement une activité sur le territoire européen. Mais les sociétés même établies en dehors de l'Union européenne, dès lors qu'elles ont une activité commerciale sur le marché européen, sont également couvertes par la directive. Donc on voit que le champ d'application est assez large. Il est très large, à l'exception toutefois des micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffres d'affaires annuels. Celles-ci seront exemptées de la nécessité de faire vérifier préalablement leur allégation par le vérificateur. Pour terminer, on voit qu'il y a de nombreuses obligations imposées par cette directive. Comment les entreprises doivent-elles se préparer pour l'application de ce texte ? Oui, il y a beaucoup d'obligations et il faut aussi rappeler qu'il y aura des sanctions. Ce sera des sanctions que ce soit administratives, pénales, donc on peut avoir une exclusion des marchés publics. Au pénal, on pourra avoir la confiscation des produits ou une amende, potentiellement 4% du chiffre d'affaires annuel. Donc on est vraiment sur des sanctions importantes. Sanctions très importantes. On a un risque de contentieux, que ce soit par les consommateurs ou par les concurrents, qui est également réel, avec tout le préjudice réputationnel que cela implique. Donc il est en effet nécessaire de prendre ça au sérieux. D'ores et déjà aujourd'hui, bien que la directive soit donc pas encore transposée, les sociétés, on peut leur recommander plusieurs choses. Tout d'abord, elles doivent auditer leurs pratiques actuelles de communication. Elles doivent recenser les communications et les allégations d'ores et déjà effectuées aujourd'hui, s'assurer qu'elles sont fondées. Il faut également peut-être d'ores et déjà récolter toutes les données qui seront communiquées à l'appui des allégations. On peut envisager également de préparer le site internet et le QR code, parce que c'est sur un site internet ou par le biais d'un QR code que les consommateurs doivent avoir accès aux informations qui justifient l'allégation. Et enfin, on peut aussi d'ores et déjà former les équipes, parce qu'on sait que lorsqu'on a ce type de réforme, la formation des équipes est bien sûr un élément clé. Donc en résumé, anticiper au maximum. Anticiper, exactement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur 4Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.